Salut, bienvenue dans le 5e épisode de cette série. On est à la moitié d'ailleurs parce que je vous le rappelle, en tout il y en a 10. On a déjà vu TF1, France Télé, Canal+, M6, mais aujourd'hui on va s'intéresser à une chaîne très particulière, autant sur sa création, son mode de fonctionnement que ses propriétaires. On va parler d'Arte. Et Arte, au départ, c'est une guerre spatiale européenne. Oui. Dans les années 60-70, alors que la télévision en France est encore un monopole d'État, il se développe une technologie permettant de diffuser la télévision d'un satellite au foyer muni d'une parabole. C'est la télé par satellite. L'avantage, c'est que la zone que diffuse le satellite peut couvrir tout un pays, voire une partie d'un continent. Du coup, les zones rurales, montagneuses, qui avaient du mal à recevoir la télévision par voie hertzienne, donc avec des antennes disséminées un peu partout dans le pays, pourraient enfin avoir un signal correct. À 300 mètres près, vous serez toujours en vue d'un satellite. Au pire, vous aurez un câble à tirer, allez à 300 mètres de votre maison et vous verrez le satellite, vous aurez la télévision partout en France. Mais l'autre avantage est que la télévision par satellite peut diffuser dans d'autres pays. Par exemple, un satellite positionné au-dessus de la France pourrait toucher l'Andorre, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, bref, tout un tas de pays. Et quand les pays parlent la même langue, ça permet d'accroître l'audience, les revenus publicitaires, mais aussi l'influence d'un pays sur la population d'un autre. Bref, vous l'avez compris, l'enjeu est économique, mais aussi géopolitique. Mais comprenant que ça allait vite être le bordel si on laissait les choses comme ça, et avant même que les pays se lancent dans des projets de satellites de télévision, l'Union internationale des télécommunications a voulu réglementer. Et en 1977, à Genève, se tient la conférence administrative mondiale de radiocommunication par satellite. C'est elle qui va proposer des règles pour la découpe des fréquences, de la puissance d'émission, des zones de diffusion, histoire que tout ça se passe au mieux. La Convention internationale de Genève a distribué un certain nombre d'empreintes au sol, elliptiques sur chacun des pays, un certain nombre de canaux à chaque pays. Donc il est possible d'adapter ces antennes à la forme particulière de la diffusion sur chacun des pays. Mais ils ont beau se creuser la tête, certains pays sont trop proches et il n'existe pas de solution miracle. Ceux qui auront leur satellite géostationnaire positionné au-dessus de l'Europe de l'Ouest, eh bien ils pourront diffuser sur toute l'Europe de l'Ouest. Les satellites ont été définis d'abord sur une base nationale, mais on constate aujourd'hui que les débordements qui étaient réputés inévitables vont en fait donner une autre stratégie aux satellites. Ils auront une diffusion très largement européenne et ils risquent de se recouvrir. Et le premier pays à le faire pourra dominer le marché avant les autres. Donc en 1977, à Genève, pour plusieurs pays, la course aux satellites est lancée. Parmi les concurrents dans les starting blocks, on y retrouve la France, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Il se dit qu'il faut sauter sur l'occasion, que la télévision par satellite c'est l'avenir, et que c'est surtout une arme politique très puissante. TDF, entreprise d'État qui s'occupe de toute la partie technique de la diffusion de la radio et de la télé en France, est mandatée pour étudier la faisabilité d'un tel projet de satellite. Mais évidemment, la France n'est pas seule. Deux voisins du Nord sont aussi de la partie. D'abord, le Luxembourg, ce tout petit pays qui empiète depuis quelques années sur le territoire de communication français. La radio RTL, détenue par la CLT, émet depuis le Luxembourg pour contourner le monopole d'État français, l'ORTF. Pour mieux comprendre cette histoire, je vous invite à regarder mes deux vidéos sur les radios pirates. Mais en gros, RTL avait son antenne radio au Luxembourg, mais tournée vers la France. Ainsi, elle en récupérait les auditeurs, mais aussi le marché publicitaire. Et le pays du Grand-Duché voulait faire la même chose en matière de télévision par satellite. Nom de code du projet, Luxsat. L'autre concurrent, c'est l'Allemagne de l'Ouest. Ce sont les plus évolués en la matière. Ils ont déjà lancé un satellite de communication en 1974, Symphonie. Une sorte de labo d'études pour justement un futur véritable satellite de télévision. Et ce projet Symphonie a été fait avec la France. Symphonie, le satellite franco-allemand de télécommunications, fait entrer l'Europe dans l'ère des télécommunications spatiales. Sa mise sur orbite, dans le cadre d'un programme expérimental, est l'aboutissement d'une longue histoire d'amitié et de coopération entre la France et la République fédérale allemande. Du coup, à la fin des années 70, fort de leur expérience commune, la France et la RFA s'allient pour envoyer chacun un satellite de communication destiné à la télévision. Ce sera exactement les mêmes satellites, ceux-là. Celui pour l'Allemagne s'appellera TVSat et pour la France, TDF1. Et d'ailleurs, on prévoit déjà d'envoyer TDF2 dans la foulée et bien sûr TVSat2. Sur le papier, les ingénieurs de TDF ont annoncé que TDF1 permettrait de diffuser 3 canaux. Sont choisis TF1, chaîne publique à l'époque, et Antenne 2, ancien France 2, pour occuper 2 de ces canaux. Mais le troisième
n'ira pas à FR3, la dernière chaîne publique. Puisque FR3 étant une chaîne à caractère régional, c'est incompatible avec la diffusion par satellite. Ça ne permet pas vraiment les décrochages régionaux. Il reste donc un canal de libre. Le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing veut faire une chaîne commerciale privée. Ce serait la première en France, à valeur culturelle et multilangue puisqu'elle serait diffusée dans plusieurs pays d'Europe. Mais le temps de mettre tout ce projet sur pied, de réaliser les études, le business plan, les commissions, tout ça en plus conjointement avec l'Allemagne de l'Ouest, les années passent et on se retrouve à moins d'un an des élections présidentielles de 81. Déjà que le projet a peu évolué, il faut le geler et attendre les résultats de l'élection présidentielle pour pouvoir le continuer. Exactement comme Jean Friedman et son projet de 4e chaîne qui utiliserait les espaces libres sur les chaînes publiques. Rappelez-vous, on en a parlé dans l'épisode sur Canal. Bref, le projet de chaîne sur satellite est gelé, sauf que le 10 mai 81... 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Vous commencez à pas mal le voir cet extrait dans les différents épisodes. Au revoir VGE, bienvenue Mitterrand. La France passe à gauche et entreprend les grands changements sociaux. Alors autant dire que le projet de télévision par satellite qu'il retrouve dans les cartons de l'Élysée, c'est pas vraiment la priorité. Mais le projet refera surface un an plus tard, en 82. Après tout, la France s'était déjà engagée avec l'Allemagne, beaucoup d'argent avait été mis sur la table, ils n'ont pas vraiment le choix que de continuer. Pour ce qui est du choix des chaînes à diffuser sur TDF1, le gouvernement socialiste poursuit l'idée d'y mettre TF1 et Antenne 2. Mais pas question de créer une chaîne commerciale privée sur le 3e canal. C'est contraire aux valeurs de la gauche. Par contre, le projet de chaîne culturelle à valeur européenne développé par Giscard, ça les intéresse beaucoup. Mais elle sera tout simplement publique. L'ouverture d'un des canaux de satellite de télédiffusion TDF1 aux productions francophones. Voilà un nouvel espace qui s'ouvre devant nous. Bref, tout le monde semble très emballé par ce beau projet de satellite. Mais le problème, c'est que faire un satellite, ça prend du temps, surtout à cette époque. Et ça demande aussi beaucoup d'argent. Alors le projet prend beaucoup de temps et il s'embourbe pendant plusieurs années. Alors je vous signale qu'au MIP, tout le monde, tous les Européens avaient des projets pour faire la distribution d'émissions par satellite, mais ils n'ont pas eux de satellite. Nous on en a, mais on ne le lance pas. Donc vous voyez quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas très bien, c'est en fait les grandes manœuvres qui s'installent avant d'arriver à cette époque où tout va changer, où grâce aux satellites de télécommunication, finalement la télé de demain, on ne sait pas très bien ce qu'elle sera, mais d'après Georges Filiou, ça ne sera pas une télé fric ni une télé Coca-Cola, en tous les cas chez nous. Heureusement, c'est pareil du côté du Luxembourg. Luxat est aussi une grosse galère. Mais de son côté, la chaîne à dimension européenne, qui doit être diffusée sur le 3e canal du satellite français, elle avance bien. Elle est d'abord baptisée Canal 1, puis il est envisagé de la diffuser sur le 4e canal, avant la création de Canal+, sous le nom Canal Bleu. Rappelez-vous, quand le chargé de mission 4e chaîne débarque chez Havas pour monter une chaîne sur le 4e canal, c'était en réalité sur la base de cette chaîne européenne culturelle. Mais si elle était diffusée sur le réseau français, ce ne serait seulement qu'en français. Et dans ce cas-là, adieu l'idée de conquérir l'Europe par satellite. Voilà pourquoi Canal+ est finalement tombé à pic pour le gouvernement. Ils se gardent leur projet de chaîne culturelle pour le satellite. Et d'ailleurs, le projet tient la route. En juin 85, un dossier complet sur cette chaîne culturelle européenne est remis au président Mitterrand. Et Mitterrand va s'en servir de ce projet de chaîne. Parce que, rappelez-vous, en janvier 85, le président avait annoncé la création du canal 5 et 6, deux nouvelles chaînes privées commerciales. Oui, il va y avoir en plus des chaînes du service public, il y aura d'autres chaînes, des chaînes verticales, c'est-à-dire des grandes chaînes nationales. Il avait pris cette décision à l'encontre des valeurs de la gauche pour couper l'herbe sous le pied de la droite. Chirac promettait la fin du monopole de la télévision s'il gagnait les législatives et s'il devenait Premier ministre. Il voulait le faire ? Trop tard, Mitterrand l'a déjà fait. Par contre, avec cette annonce de deux chaînes privées commerciales, Mitterrand se retrouvait énormément critiqué, par les électeurs de gauche, mais aussi par son propre gouvernement. Comment pouvait-il lancer des chaînes commerciales privées? C'est du capitalisme. On s'offusque beaucoup de ce qu'on appelle, avec un peu de mépris, la télévision commerciale. L'évolution de la technique faisait éclater le monopole. Il fallait mieux prévoir qu'attendre le moment où l'on aurait buté sur le mur. À ce moment-là, le service public se serait effondré et on n'aurait rien préparé pour l'avenir. Alors, pour rééquilibrer la balance, il va annoncer en juillet 85 la création d'une nouvelle chaîne. Encore une, la 7e. Une chaîne publique, éducative et culturelle à dimension européenne. La création d'un programme éducatif et culturel européen pour lequel une dotation de 300 francs a déjà été accordée. Ce qui veut dire qu'il y aura, dans 1 an et demi, 7 chaînes françaises, 7 chaînes
Bref, vous l'avez compris, pour récupérer son électorat de gauche, Mitterrand réutilise le projet de Canal 1, Canal Bleu, qu'on lui avait donné un mois plus tôt. Elle devait être diffusée sur le satellite TDF1, mais le satellite est loin d'être prêt. Pour l'instant, c'est un immense fiasco. Il coûte tellement plus d'argent que prévu que la France a pour projet de louer un de ses canaux. Et ils veulent louer ça au Luxembourg, qui lui aussi n'arrive pas à boucler son projet. Du coup, adieu la chaîne européenne culturelle par satellite et bienvenue à la chaîne commerciale luxembourgeoise privée. On parlait simplement du satellite. Et le satellite reste ouvert à la CLT. Voilà pourquoi Mitterrand veut passer la 7e chaîne sur le réseau national. Sauf qu'il n'y a pas de place. Le réseau à ce moment-là ne permet que 6 chaînes et elles sont déjà toutes prises. Pas de canal de télé? Pas le choix, de toute façon, Mitterrand l'a annoncé, il faut que ça se fasse. Et très vite. Pour éviter de perdre la face, le projet 7e chaîne va se transformer en une société d'édition et de production de programmes. Elle créera des émissions, des documentaires, des films pour les chaînes publiques françaises et les pays européens qui le souhaitent. Elle sera publique et aura donc une vocation éducative, culturelle et une dimension européenne. Comme prévu, sauf qu'elle ne diffuse pas elle-même ses programmes. Elle voit le jour en 86 et pour le nom, ce sera la société d'édition de programmes de télévision. La 7. Même si elle n'en a pas le canal, elle aura au moins le nom. Et les voisins européens vont se montrer très intéressés par les programmes créés par la 7. Beaucoup vont signer des accords pour diffuser les programmes de la 7, qui, je rappelle, n'a pas de chaîne. Allemagne, Belgique, Suisse, Danemark, Suède, Royaume-Uni, Autriche, Espagne, Grèce. Même si le pari de la création d'une chaîne est perdu, celui de la dimension européenne est gagné. Et pendant que la 7 fait son chemin en Europe, les projets de satellites franco-allemands, eux, sont enfin prêts. Je vous passe les détails sur le fait qu'entre-temps, le Luxembourg ait lâché l'affaire et qu'il veut maintenant faire son propre satellite avec les Américains, en partie parce que la CLT du Luxembourg n'avait eu ni le canal 5 ni le canal 6 en France, rappelez-vous dans l'épisode sur M6. Bref, les satellites franco-allemands, eux, sont prêts. Et c'est TVSat 1, celui des Allemands, qui ouvre le bal. Il est envoyé en orbite par la fusée Ariane le 21 novembre 1987. 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. C'est donc un véritable parcours sans faute que le lanceur européen nous a offert cette nuit. Le 20e lancement de la fusée Ariane a été un plein succès, ainsi que la mise en orbite du premier satellite de télévision directe ouest-allemand TVSat 1. Toutes les opérations se sont déroulées à la seconde prévue, entre le décollage de la fusée à 3h19 et le largage du satellite 19 minutes et 19 secondes plus tard. Ce succès a été accueilli au centre spatial de Kourou au Moknès de Toulouse par une explosion de joie. Séparation TVSat. Sauf qu'ils avaient oublié de retirer 2 boulons de fixation, vissés pour le transport. Résultat, un des panneaux solaires ne s'ouvre pas et ne permet donc pas d'alimenter le satellite. Des nouvelles du satellite allemand mis en orbite par la fusée Ariane. Pour l'instant, elles sont mauvaises, ces nouvelles. Ce satellite qui doit retransmettre des images de télévision n'est toujours pas opérationnel. Certes, la fusée Ariane en tant que lanceur a parfaitement fonctionné, mais il faut savoir qu'il s'agit tout de même d'un programme franco-allemand, ce satellite, et donc s'il y a un échec total, les Français sont concernés. Et les techniciens allemands, eux, doivent faire une nouvelle tentative, un nouvel essai cet après-midi. Ils se heurtent pour le moment à 2 difficultés. D'une part, les panneaux du satellite sont toujours coincés, d'autre part, celui-ci n'est pas à sa place dans l'espace. Il ne pourra jamais être utilisé. 1,5 milliard de francs à la poubelle pour l'Allemagne de la RFA. Bon, pas de chance pour l'Allemagne, mais nous, il nous reste TDF1. Il est lancé lui aussi par Ariane depuis Kourou le 28 octobre 1988. Et croyez-moi, ce jour-là, ils ont dû avoir une pression de ouf pour vérifier que chaque boulon de transport était bien retiré. Kourou, PC Jupiter, 3h17 ce matin. 4, 3, 2, 1, feu. En fait, ce n'est pas véritablement un échec de la fusée que l'on redoute, mais un éventuel problème sur le satellite TDF1. À Paris, malgré l'heure tardive, dans une salle des Champs-Élysées, on applaudit aux événements majeurs du vol en présence d'un impressionnant parterre de ministres. Applaudissements qui redoublent avec l'annonce de la séparation réussie du satellite et de la fusée. Mais les responsables techniques réservent encore leurs sentiments. Ils savent qu'il faut attendre quelques minutes avant de se réjouir. Ce soir, évidemment, on était un peu plus tendu et on a pu réellement applaudir, comme vous l'avez remarqué, que lorsque les 2 panneaux se sont dépliés. Et ce soir, effectivement, on est satisfait de cette performance, mais on n'est pas complètement heureux parce que, comme vous le savez bien, ce satellite, avant d'être pleinement fonctionnel, doit encore subir des épreuves pendant environ 3 semaines.
Un premier succès technique, en tout cas, qui permet d'envisager plus sereinement l'avenir de TDF1, un programme qui a été particulièrement critiqué ces 10 dernières années. Ça y est, TDF1 est en orbite. Mais il faudra attendre quelques mois pour commencer à diffuser des chaînes de télévision avec. Et évidemment, la 7 va se transformer en chaîne de télé pour l'occasion. Elle devient la Société européenne de programmes de télévision. Et c'est malin parce que ça fait toujours 7. La 7 va pouvoir prendre son envol en tant que chaîne européenne. Elle commence à diffuser en tant que chaîne de télé à partir du 31 mai 1989. Vive la 7, la 7e chaîne de télévision, diffusée depuis tout à l'heure par le satellite TDF1. La petite dernière est d'abord culturelle, ainsi en ce moment même, si vous la captez sur le câble ou si vous disposez à la fois d'une antenne parabolique et d'un décodeur, eh bien, vous pouvez suivre une émission culturelle pour les jeunes. D'ailleurs, la 7 pour se roder était diffusée quelques heures par semaine sur la 2 et la 3 durant tout le mois de mai avant d'arriver sur le satellite. Mais le problème, c'est que le satellite, les gens n'en veulent pas. Il faut s'équiper d'une parabole, d'un décodeur, ça coûte cher, c'est compliqué et en plus ça marche pas très bien à l'époque. Et puis il y a le câble, bien plus simple. Ou tout simplement les chaînes hertziennes gratuites, il y en a plein maintenant. Bref, les Français se demandent à quoi bon recevoir le satellite. Avec TDF1, la France pensait toucher un bassin d'audience de 400 millions de personnes, sauf qu'au lancement, devant la 7, ils sont à peine quelques dizaines de milliers. Mais ça n'empêche pas la 7 de se faire connaître, même si elle fait peu d'audience, elle rayonne par son contenu. Il y aura ce que nous trouvons dans beaucoup de chaînes, c'est-à-dire de la fiction, mais une fiction haut de gamme, du cinéma, mais du cinéma européen, des films qu'on ne voit pas sur d'autres chaînes, en particulier du cinéma de pays trop souvent oubliés. Nous trouverons aussi des retransmissions de spectacles, théâtre, ballet, danse, opéra, musique. C'est culturel, c'est éducatif, c'est pointu, et ça va intéresser un pays en particulier, la République fédérale d'Allemagne. Ils voulaient s'associer à la 7 pour en faire un projet de chaîne commune diffusée également chez eux. Bon, en allemand par contre. Et après tout, la France est plutôt pour. Ça coûterait moins cher à produire s'il y avait un partage des coûts. Et puis les pauvres, ils avaient déjà un satellite en moins. La France et l'Allemagne tombent d'accord, mais par contre, il faut faire très vite. On est en 1990, je vous rappelle. Il y a déjà un mur qui est tombé en Allemagne, et elle est en train de se réunifier. Et en France, on sait ce qu'il se passe quand un pays change complètement de politique. Les projets finissent aux oubliettes. Alors, Jérôme Clément, président de la 7, va aller signer à Berlin l'accord de la chaîne conjointe avec les 11 Länder allemands le 2 octobre 1990. La réunification de l'Allemagne était effective le 3 octobre 90, le lendemain. Pile à temps. Qu'est-ce que cette télévision a de réellement novateur? C'est la première fois au monde, ou en tout cas en Europe, que deux pays font une télévision ensemble? Oui, c'est la première fois qu'on essaye de marier des équipes différentes de deux pays différents pour faire un programme commun, un programme unique, là qui sera essentiellement culturel, et je pense que ça n'a pas d'équivalent pour l'instant dans le monde. De cette union télévisuelle culturelle va naître l'association relative à la télévision européenne, Arte. En 92, elle commence à diffuser en français et en allemand. Et en France, elle prend la place libre du canal 5 suite à la faillite de la chaîne La 5. 19h30 hier soir, dans la régie finale d'Arte, les dernières secondes d'un compte à rebours commencé voici 4 ans, lorsque François Mitterrand et Helmut Kohl décident de créer une chaîne culturelle commune. En France, 800 000 foyers câblés ont découvert Arte hier soir, ils sont 10 millions en Allemagne. Des stars européennes ont assuré la première soirée, Marouchka Detmers, les Leningrad Cowboys, Laurie Anderson ou Wim Wenders. Au-delà des mondanités, Arte a pour ambition de proposer une autre télévision. Fiction, documentaire, cinéma, Arte se doit de regarder le monde avec le double regard qui sied à ses origines, même dans le domaine de l'information. Il est vraiment difficile de faire, disons, le direct avec une traduction simultanée. C'est difficile. Les gens n'ont pas d'habitude de le faire, de l'entendre comme ça. Ce soir, grâce au relais hertzien, au câble et au satellite, la télévision européenne sera à la portée d'au moins 100 millions de téléspectateurs. Et ça n'est qu'un début. Et aujourd'hui, qu'en est-il d'Arte? Eh ben, ça n'a pas vraiment bougé. Bon, elle a changé de canal, mais enfin, ce n'est pas devenu un énorme groupe de plein de chaînes comme les autres. Même si Arte s'est vachement orienté dans le web ces dernières années en multipliant leurs offres de programmes. Mais pour ce qui est de la télé, il n'y a toujours que Arte. La raison principale, c'est parce que Arte est détenu à moitié par l'État français et à moitié par l'État allemand. Sous la forme de deux sociétés,
Arte France et Arte Deutschland TV. D'ailleurs, les parts des deux pays dans les sociétés ne sont pas forcément directes. Arte France, par exemple, est possédée à 45% par France Télévisions, 25% par l'État français directement, 15% par Radio France et 15% par l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, les archives de la télé en quelque sorte. Mais tout ça, du coup, in fine, appartient à l'État français. Pareil pour Arte Deutschland TV. C'est réparti à 50-50 entre ARD et ZDF, des chaînes publiques allemandes, donc de l'État. Cette particularité d'Arte, chaîne publique entre deux pays, est très importante à souligner. C'est pour ça d'ailleurs que je n'en ai pas parlé dans l'épisode sur France Télé, je lui ai réservé un épisode spécial à elle toute seule. Parce que Arte n'est pas une chaîne de France Télévisions, c'est vraiment un groupe différent, une identité propre. D'ailleurs, la chaîne elle-même a une identité propre. Aucune chaîne ne ressemble à Arte. Le choix de ses programmes, sa ligne éditoriale très particulière est d'ailleurs souvent moquée. Elle ne fait pas l'unanimité, mais le fait d'être un groupement entre deux pays lui permet de faire ce choix. Arte ne se livre pas à la course effrénée à l'audience que peuvent se faire les autres chaînes. Sinon, elle aurait déjà changé ses programmes. Justement, elle sait qu'elle peut se permettre de diffuser un film d'auteur moldave en prime time. Elle est financée par la France et l'Allemagne. Cette liberté permet d'avoir une chaîne qui ose et qui comble un trou culturel parfois laissé par d'autres. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, Arte a son importance dans le PAF, le paysage audiovisuel français, mais aussi dans le paysage audiovisuel allemand et même européen, le PAE, en diffusant ses programmes sur beaucoup de chaînes européennes. Et d'ailleurs, Arte n'a pas le droit d'avoir recours à la publicité. Et ça aussi, c'est extrêmement important dans ce qu'apporte cette chaîne. Elle ne joue pas au jeu de la concurrence sur aucun point, ni en audience, ni en pub, ni en programme. C'est un ovni dans le monde de la télé et elle a tout ce qu'il faut pour le rester. Son premier slogan en 92 était « Laissez-vous déranger par Arte ». Et je pense que cette phrase prend aujourd'hui tout son sens, que ce soit du point de vue du public ou des autres chaînes. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et puis comme ça, vous aurez la suite de la série. Et moi je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Salut!